Bonjour à tous. Nous sommes le 9 juin 2036, donc, et je ne viens pas vous parler du futur, mais du passé du travail. Imaginez un monde où vous n'auriez pas d'utopia pour parler de vous. Comment ça arrive déjà, ce monde, voilà. Comment alors valoriseriez-vous votre expertise, votre parcours? Comment initieriez-vous des nouvelles collaborations? Et rétrospectivement, comment parleriez-vous de projets pour montrer ce qu'ils vous ont amené? Ça paraît difficile. Non, pas encore. Ça paraît difficile à imaginer aujourd'hui tant son usage est devenu répandu et simple, mais Topia n'a été inventé qu'en 2016. Et encore à l'époque, ce n'était qu'un embryon du rhizome qu'on connaît aujourd'hui d'individus, de compétences et d'expertise. C'était simplement la modélisation du parcours de vie d'un individu. Donc pour comprendre l'évolution qui a eu lieu depuis 2016 et si ce n'est la révolution, je vous propose de faire un petit saut en arrière que la slide a déjà fait, jusqu'avant 2016. À l'époque, il n'existait donc pas d'outils pour présenter un profil unifié de soi dans un contexte professionnel. Les gens étaient donc obligés de se présenter de manière très parcellaire avec des outils incomplets, notamment les supports numériques, sur lesquels ils créaient des profils, des pages personnelles. Donc on a ici des captures d'écran qui ont été prises entre 2015 et 2018, avec un outil qui s'appelait LinkedIn à gauche et un outil qui s'appelait Facebook à droite. Rétrospectivement, il est intéressant de noter que sur ces plateformes, qui avaient des interfaces assez similaires, on dissociait une vie dite professionnelle d'une vie dite personnelle. Donc sur LinkedIn, par exemple, on allait parler de ses activités utiles, productives, alors que sur Facebook, on allait plutôt parler de ses loisirs, d'une vie plus intime. Sur Facebook, on collectionnait ce qu'on appelait des amis, alors que sur LinkedIn, c'était des contacts. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement ubuesque de séparer ces deux vies comme ça. Qui adhérerait à l'idée qu'on aurait deux vies? Et dans ce cas-là, comment les articulerait-on? Est-ce que ce serait alternativement, la semaine on est sur LinkedIn, le week-end on est sur Facebook, ou alors le jour, la nuit, ou alors on jonglerait sans cesse entre les deux? Bref, c'est assez schizophrène. Donc aujourd'hui, on est passé à des outils qui sont plus unifiés. Et à l'époque aussi, l'autre outil de présentation de soi qui avait cours dans le monde professionnel, c'était le CV, le curriculum vitae. Il était aussi linéaire et temporellement et graphiquement. C'est-à-dire que le CV était un écrit synthétique qui devait cristalliser vos expériences professionnelles, la plupart du temps sous forme chronologique. Il devait tenir sur une page A4 et toutes les activités qui débordaient du cadre, eh bien, on les classait dans une rubrique annexe qui était les loisirs, les hobbies, voire simplement autres, s'il n'y avait pas de fil conducteur apparent. Mais toutes nos activités sportives, associatives, nos voyages, nos autres passions, elles nous construisent également, elles construisent notre chemin. Et comment penser aujourd'hui qu'elles ne pourraient pas témoigner de compétences qui sont mobilisables en entreprise? C'est pourtant ce qui était le cas à l'époque. Il y avait encore pire, on devait se définir par, la plupart du temps, un métier, un seul métier, c'est-à-dire une étiquette qui devait présenter votre activité professionnelle et qui soit compréhensible aux yeux de tous. Il y avait même un terme, le terme de poste. On parlait en entreprise d'occuper un poste pour parler d'une activité professionnelle fixe et exclusive. Occuper un poste, c'est-à-dire un petit peu comme occuper une ville fortifiée. Le terme emploi lui-même n'était pas bien mieux, parce que ça réduisait le travail à sa dimension utilitariste. Et enfin, si je veux boucler la boucle, le terme travail en lui-même dérive du latin tripalium, qui, on l'a peut-être oublié, signifie torture. Donc on hérite de beaucoup de douleurs et c'est très heureux qu'aujourd'hui la société ait fait une conversion et que les gens soient maîtres de leur trajectoire professionnelle et qu'elle soit enfin porteuse de sens. Mais si l'on revient donc dans le contexte de 2016 qui était marqué par cette lourdeur autour du travail, on comprend bien que les innovations amenées par Topia ont accompagné toutes les mutations du monde du travail. Ici, on voit une capture d'écran donc de la toute première version de Topia qui était à jour en 2017.
Donc d'abord, la première innovation, c'était la possibilité de placer sur une même constellation toutes ces expériences de vie. Donc elles se placent au centre, dans la spirale qui est ici, et on peut en consulter le détail sur le champ libre qui est à droite, où on peut articuler texte, photos, vidéos, liens externes, un petit peu tous les médias. La dimension donc linéaire et pyramidale de la consultation qu'on avait sur le CV disparaît, et la construction du sens se fait dans l'œil de celui qui regarde. Elle n'est plus guidée de la même manière. La deuxième innovation, c'était ces bagues de diaphragme périphériques qu'on voit ici en orange et en taupe, qui permettaient de recadrer en jouant dessus sur certaines compétences et ou sur certains secteurs d'activité. J'ai parlé de bagues de diaphragme, c'est-à-dire que c'est une analogie qui est empruntée au monde de la photographie. Donc c'est très archaïque, cela semble aujourd'hui dépassé. Néanmoins, dans notre monde hyper technologique, on oublie souvent le potentiel poétique des choses les plus simples et le champ de la photographie telle qu'elle se pratiquait au XXe siècle, c'est-à-dire avec des appareils photo, même avec de la pellicule argentique, pourquoi pas, et du papier, a été une grande source d'inspiration pour cet outil Topia, qui est fondé donc sur de l'innovation qui n'est pas technologique, plutôt de l'innovation d'usage. Les algorithmes en 2016-2017 étaient aussi très à même de gérer ce nouveau type de navigation circulaire et non pas linéaire. Donc la promesse de Topia, eh bien, elle est très simple et elle ressemble justement à l'invitation de la photographie, c'est-à-dire que c'est une invitation à se promener dans le paysage de votre vie et de votre parcours. Et la personne qui va consulter va choisir elle-même ses propres fixations, ses focalisations, ses instantanés, comme des clichés. Alors ça peut être très resserré si on ferme les bagues de diaphragme pour avoir une vision très focalisée, ou ça peut être aussi plus ouvert à la sérendipité si on laisse ouvert les bagues de diaphragme. Mais dans les deux cas, on peut rendre visibles les connexions avec les personnes qui ont collaboré avec l'individu dont on consulte le Topia, les différents projets, les différentes réalisations. Ça permettait enfin de se présenter de manière incarnée, vivante et vibrante. Donc l'outil Topia a très vite été adopté dans la société parce qu'il répondait donc à des besoins qui étaient émergents et tout juste identifiés. Le besoin de se présenter, de parler de soi, le besoin relationnel évidemment, mais aussi le besoin d'auto-analyse par rapport à sa vie professionnelle. Parce que, vous le savez aujourd'hui, maintenant que c'est devenu un exercice presque quotidien, mais construire son Topia, c'est un moment pour prendre un petit peu de recul sur le passé et aussi faire émerger de nouvelles idées, de nouvelles envies et de nouvelles connexions. Là aussi, s'ouvrir à la sérendipité. Donc ici, on voit un petit peu plus en détail le fonctionnement des bagues de diaphragme avec le rappel mécanique du XXe siècle du diaphragme de l'appareil photo. Pour revenir donc sur le déroulement temporel de l'implémentation de cet outil, eh bien, en un an à peine, le réseau Topia connectait déjà 1 million d'utilisateurs. Alors, il y a eu un gros coup d'accélérateur aussi avec son adoption par tous les ministères français dans le cadre des grandes réformes sur la réactivation des services publics en 2019. Mais ce qui lui a surtout donné une grosse accélération et qui a libéré les usages, c'est l'introduction du module holographique en 2031. Donc avec ce module-là, plus besoin de dispositifs, plus besoin de tablettes, plus besoin d'ordinateurs. Le Topia était directement dans la paume de votre main. Et il y a 2 ans, on a un second module qui est apparu, le module Handshake, donc qui a contribué à la rendre complètement fluide, la navigation de Topia. C'est-à-dire qu'avec une simple poignée de main avec une personne, vous visualisez maintenant directement toutes les connexions que vous pourriez avoir avec lui, tous les points communs et toutes les possibilités d'interaction. Donc fini la peur de prendre contact, fini aussi les idées reçues envers des personnes qui a priori ne sont pas du même cercle auquel on pense appartenir. Et on reconnaît d'ailleurs dans la société, et ça fait du bien, que depuis 2 ans, les gens recommencent à se saluer en se serrant la main et en se regardant dans les yeux.
ce qu'on avait un petit peu perdu à une heure où tout s'est dématérialisé et où on repose énormément sur les technologies. Un petit geste donc tout simple et très corporel qui n'est pas lié à la technologie, mais là aussi que l'innovation d'usage amenée par des outils comme Topia a su remettre au centre. Est-ce que, voilà, en retraçant un petit peu l'historique de cette innovation, donc qui a maintenant 20 ans de recul, qui au départ était très modeste et portée par une petite équipe de jeunes chercheurs, j'espère vous avoir montré que il y a des innovations qui ne prennent pas la technologie comme une fin, simplement comme un moyen de remettre au centre les relations humaines qui étaient en 2016 et qui sont toujours, même si des fois on l'oublie, au centre des relations sociales et notamment dans le travail, dans l'activité professionnelle. Et c'est aussi une note d'espoir pour montrer qu'au-delà de tous les échecs de l'époque des startups et de tout numérique, dont nous subissons aujourd'hui encore les contre-coups, eh bien, il y a eu des innovations qui se sont pérennisées et qui ont amené un petit plus à notre vie quotidienne. Merci. Merci Estelle.